L'appel est arrivé en plein milieu d'une négociation très tendue. Un pistolet était posé sur la table. Les hommes autour retenèrent leur souffle, et le chef mafieux était sur le point de mettre fin à une guerre d'un seul mot. C'est alors que son téléphone a vibré. Une petite voix tremblante, brisée, lui a murmuré à l'oreille « Mon oncle, viens vite, s'il te plaît. Il est en train de frapper ma mère. S'il te plaît, il lui fait mal. Je ne sais pas quoi faire. » La pièce est devenue silencieuse. Il a levé la main pour signaler à ses hommes de reculer, le cœur battant comme jamais aucune fusillade ne l'avait fait auparavant. « Qui es-tu? Comment as-tu obtenu ce numéro ?» La petite fille renifla. « Tu ne me connais pas. » Mais maman a dit « Tu es le seul à pouvoir la sauver. » L'appel fut coupé sans avertissement. Il fixa l'écran et un nom apparut brièvement, puis disparut. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis 8 ans. Une femme du passé. Une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. En quelques secondes, il se précipita vers la porte. 8 minutes plus tard, il arriva dans un quartier calme. Trop calme. Les lumières étaient éteintes. Pas un seul passant. Pas même le bruit d'un chien qui aboie. Puis il l'entendit. Le bruit de quelque chose qui se brisait. Les cris et les supplications d'un enfant derrière un mur fin. Il enfonça la porte et se précipita à l'intérieur, puis se figea. Car l'homme pour lequel la fille avait appelé n'était pas un inconnu. C'était quelqu'un que ce chef de la mafia connaissait bien. Quelqu'un en qui il avait autrefois confiance. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû être autorisé à s'approcher de cette femme ou de sa fille. Et la petite fille se tenait dans le couloir, pieds nus et tremblante, le regardant avec des yeux paniqués, puis murmurant « Tu es venu. Maman a dit que tu tenais toujours tes promesses. » Son monde bascula, car il avait fait une promesse il y a longtemps. Et ce soir, il allait découvrir pourquoi cette femme avait disparu de sa vie, et pourquoi sa fille avait des yeux qui ressemblaient exactement aux siens. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qu'il découvre à l'intérieur de cet appartement va bouleverser tout ce qu'il a toujours cru sur la loyauté, l'amour et une famille dont il ignorait l'existence. Avant de commencer, si vous aimez les histoires qui touchent le cœur comme celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la avec lui. Dominique franchit la porte brisée, le cuir coûteux de ses chaussures grinçant sur les morceaux de verre. L'appartement devant lui n'était plus un lieu de vie. C'était un champ de bataille. Le canapé était renversé sur le côté, son rembourrage blanc s'échappant comme les entrailles d'un animal éventré. La table basse était cassée en deux. Des éclats de bois acérés jonchèrent le sol. Une photo de famille qui était accrochée au mur était tombée. Son cadre en verre était fissuré et brisé. Les visages souriants à l'intérieur étaient désormais séparés par une ligne irrégulière, comme si le bonheur de cette photo avait été brisé depuis longtemps. La lumière du plafond clignotait sans cesse. Une faible lueur jaune pulsait comme le dernier souffle de la pièce, projetant une ombre sinistre sur tout. L'odeur du sang frappa les narines de Dominique, épaisse et métallique, mêlée à celle de la sueur, de l'alcool et d'une autre odeur. Il l'avait trop bien apprise au cours de ses 20 années de travail. L'odeur de la peur. Une peur si dense qu'il pouvait la sentir sur sa langue. Le regard de Dominique balaya la pièce et s'arrêta dans le coin le plus éloigné, près du mur. Elena était là, recroquevillée sur elle-même comme une enfant, essayant de se faire toute petite pour se cacher d'un cauchemar. Ses cheveux bruns étaient emmêlés. Des mèches collaient à son front, imprégnées de sueur et de sang. Le visage qui avait empêché Dominique de dormir pendant 8 ans était maintenant tuméfié. Un œil était tellement meurtri qu'il était presque fermé. Ses lèvres étaient fendues. Du sang rouge vif coulait sur son menton et gouttait sur une chemise de nuit blanche froissée. Ses bras étaient couverts d'échymoses. Les anciennes échymoses se superposaient aux nouvelles, comme une carte retraçant l'histoire de la violence. Certaines avaient pris une teinte jaune et verte, ce qui signifiait qu'elles étaient là depuis au moins une semaine. D'autres étaient fraîches, d'un rouge vif, comme si elles avaient été imprimées sur sa peau quelques minutes auparavant. Mais ce qui paralysait Dominique, ce n'étaient pas les blessures, c'étaient les yeux d'Elena.
Ses yeux bleus, qu'il avait autrefois regardés avec amour et une confiance absolue 8 ans plus tôt, étaient maintenant grands ouverts, horriblement alertes. Il n'y avait pas de panique aveugle dans ses yeux, ni le désespoir impuissant d'une victime qui avait finalement abandonné. Au contraire, il y avait le regard de quelqu'un qui avait appris à endurer, qui avait vécu avec la douleur si longtemps qu'elle faisait désormais partie de son quotidien. Elle observait, elle calculait. Elle attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. C'était le regard d'un animal sauvage, enfermé trop longtemps dans une cage, sachant qu'un seul faux pas pouvait lui valoir un coup de fouet. Helena vit Dominique, pendant un bref instant, ses lèvres gonflées s'entr'ouvrir comme si elle voulait dire quelque chose. Mais elle se tut. Sur ce visage meurtri, Dominique ne pouvait lire ni soulagement ni joie de le voir là. Ce qu'il voyait, c'était de la culpabilité. Une profonde culpabilité qui la rongeait de l'intérieur depuis 8 ans. Elle baissa la tête et évita son regard, comme si elle ne supportait pas d'affronter l'homme qu'elle avait autrefois abandonné. Ce petit appartement, avec ses murs fins et sa lumière mourante, était la prison d'Helena depuis des années, et Dominique venait d'enfoncer la porte et d'entrer au moment même où l'enfer brûlait de 1000 feux. Une ombre bougea de l'autre côté de la pièce. Dominique entendit des chaussures lourdes grincer sur le parquet, entendit la respiration saccadée de quelqu'un qui venait de déverser sa rage sur le corps d'une autre personne. Cette silhouette se tenait dos à la porte, les épaules larges, dans une posture si familière que Dominique pouvait la reconnaître même dans l'obscurité. Mais il ne voulait pas y croire. Il ne pouvait pas y croire, car si c'était bien celui qu'il pensait, alors tout ce en quoi il avait cru pendant 15 ans s'effondrerait complètement. L'homme se retourna. La lumière vacillante éclaira son visage, et Dominique eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing en plein dans la poitrine. Marcus Castellano, son ancien second, l'homme qui avait été à ses côtés pendant 15 ans. Depuis l'époque où Dominique n'était qu'un inconnu, dans l'organisation jusqu'au moment où il avait atteint le sommet du pouvoir, Marcus lui avait sauvé la vie à 3 reprises. À 3 reprises, il l'avait poussé hors de la ligne de tir. À 3 reprises, il avait pris à sa place les coups qui lui étaient destinés. Une balle était toujours logée dans l'épaule gauche de Marcus. Une balle qui aurait dû transpercer le cœur de Dominique si Marcus ne s'était pas interposé. Dominique le considérait comme un frère, plus qu'un frère même, car dans le monde de Dominique, le sang ne signifiait rien sans loyauté. Marcus se tenait là, dans un costume coûteux froissé, la cravate de travers, les manches retroussées laissant apparaître des avant-bras épais et puissants. Du sang maculait encore ses jointures. Le sang d'Helena. Il ne semblait pas surpris de voir Dominique. Il n'y avait même pas une lueur de panique ou de peur sur ce visage qui avait autrefois été le symbole de la loyauté absolue. Au lieu de cela, Marcus se contenta de pincer les lèvres. Un demi-sourire amer, comme s'il attendait ce moment depuis très longtemps. « Je me demandais quand tu allais enfin te montrer. » La voix de Marcus emplit la pièce silencieuse. Ce n'était pas la voix d'un homme pris en flagrant délit, mais celle de quelqu'un qui était prêt pour cette confrontation. Il s'essuya même calmement les mains avec un mouchoir, comme si le sang qui les recouvrait n'était rien de plus qu'une tache insignifiante. Dominique était incapable de parler. Sa gorge était nouée. 20 ans dans cette vie. Il avait vu toutes les formes de trahison. Il avait vu des amis lui tourner le dos, des alliés changer de camp, des hommes qui avaient juré fidélité à grands cris le trahir pour de l'argent ou du pouvoir. Mais Marcus était différent. Marcus était le seul homme dont Dominique n'avait jamais douté, contre lequel il ne s'était jamais méfié, qu'il n'avait jamais contrôlé, parce que Marcus avait prouvé sa loyauté avec son sang, avec les cicatrices sur son corps, avec 15 ans passés aux côtés de Dominique sans une seule plainte. « Pourquoi toi ?» Dominique finit par prononcer ces mots, la voix rauque, comme si chaque syllabe devait se frayer un chemin à travers sa gorge pour s'échapper. De tous les êtres de ce monde, pourquoi toi ? Marcus s'avança, gardant une distance de sécurité, mais suffisamment près pour que Dominique puisse voir chaque ride de son visage. Le temps les avait marqués tous les deux, mais Marcus semblait avoir vieilli plus vite. Ses yeux étaient enfoncés, avec des cernes sombres comme de l'encre en dessous. Et dans ce regard, il y avait quelque chose que Dominique n'avait jamais vu auparavant. De la rancœur. Pas celle qui s'enflamme un instant,
mais celle qui a été nourrie, entretenue et choyée pendant des années jusqu'à devenir un monstre. Pourquoi ? Marcus eut un rire sec, comme du métal frottant contre du métal. Tu ne sais vraiment pas pourquoi, ou tu ne veux tout simplement pas voir la vérité. Il désigna Helena, toujours recroquevillée dans le coin, puis le couloir où la petite Lily se tenait, tremblante. « Regarde, Dominique, regarde bien. Tu vois quelque chose ? Ou es-tu toujours aveugle comme il y a 8 ans ?» Dominique sentit le sol se mettre à trembler sous ses pieds. 8 ans. Marcus venait de dire 8 ans. Le même laps de temps qu'Helena avait disparu de sa vie. Le même laps de temps que Dominique l'avait cherché en vain. Les pièces du puzzle se mirent en place, et l'image qui se forma donna à Dominique l'envie de vomir. « Toi, » grogna Dominique, chaque mot comme une balle, « tu l'as aidé à disparaître. » Marcus ne le nia pas. Il leva même le menton comme s'il s'agissait de quelque chose dont il pouvait être fier. « Je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé de toi, de ton monde de sang et de violence. Et maintenant, tu te tiens ici, dans ma maison, et tu me regardes comme si j'étais le coupable. » Dominique serra les poings. La rage commença à bouillir dans ses veines. Mais elle fut retenue par quelque chose d'encore plus fort. Le sentiment de se briser. 15 ans de fraternité. 3 fois sauvés. D'innombrables nuits passées ensemble à affronter des ennemis. Et tout cela n'avait été qu'un mensonge. Un petit bruit se fit entendre derrière le canapé renversé. Dominique et Marcus se tournèrent tous deux vers lui en même temps. Sortant de l'obscurité, une petite silhouette s'avança. Lentement. C'était la petite fille qui l'avait appelée. L'enfant, à la voix tremblante, qui l'avait éloigné de la négociation et conduit à cet appartement. Lily se tenait là, au milieu des débris de la pièce, petite et fragile, comme une fleur sauvage poussant au milieu d'un champ de bataille. Elle avait environ 7 ans, peut-être un peu moins que son âge réel, car son corps était très mince. De longs cheveux noirs tombèrent sur ses épaules, en bataille, quelques mèches collées à ses joues mouillées de larmes. Elle portait une chemise de nuit rose pâle usée, trop courte pour sa taille, comme si elle avait été achetée il y a longtemps, et que personne n'avait pris la peine de la remplacer. Ses pieds nus se déplaçaient sur le sol froid, ses petits orteils se recroquevillant chaque fois qu'ils touchaient des morceaux de verre brisés. Mais elle ne reculait pas, comme si elle était déjà habituée à marcher pieds nus sur des objets coupants. Dominique la regarda, et son cœur fit un bond. Il y avait quelque chose de douloureusement familier chez cet enfant, quelque chose qui l'empêchait de détourner le regard. Ce n'était pas seulement ses cheveux noirs, comme les siens, ce n'était pas seulement la forme de son visage, déjà anguleux malgré son jeune âge, c'était sa façon de se tenir, le dos droit, le menton légèrement relevé, même lorsqu'elle avait peur, comme si son instinct ne lui permettait de s'incliner devant personne. Dominique connaissait cette posture. Il la voyait tous les jours dans le miroir. Puis, la fille leva le visage et le regarda droit dans les yeux. Dominique eut l'impression que quelqu'un lui avait retiré tout l'air de ses poumons. Les yeux de Lily étaient toujours gris, d'un gris froid et vif comme une lame, le gris d'un ciel avant l'orage. Le gris que Dominique avait vu tous les jours pendant 36 ans. C'étaient ses yeux, pas similaires, pas proches, identiques. Comme si quelqu'un avait pris les yeux de son visage et les avait placés sur celui de ce petit ange. Sa mère disait souvent « Les yeux gris acier étaient l'héritage de la lignée Torino, quelque chose que chaque génération transmettait à la suivante, comme une marque qui ne pouvait jamais être effacée. » Son père avait ses yeux, son grand-père avait ses yeux, et maintenant, l'enfant qui se tenait devant lui les avait aussi. Dominique sentit ses genoux fléchir. Il s'était tenu devant des canons sans crainte. Il avait regardé la mort dans les yeux et lui avait ri au nez. Mais maintenant, un seul regard de cet enfant de 7 ans ébranlait son monde jusqu'à ses fondations. Un calcul simple et brutal se mit à tourner dans sa tête.
Il y a 8 ans, Elena avait disparu. Cette fille avait environ 7 ans, ce qui signifiait qu'au moment où Elena était partie, elle portait un secret dans son ventre. Il regarda Elena, toujours recroquevillée dans un coin, et cette fois, il lut quelque chose de différent dans ses yeux, rempli de culpabilité. Ce n'était pas seulement la culpabilité d'être partie. C'était la culpabilité d'une mère qui avait caché un enfant à son père pendant 7 longues années. Marcus se tenait là, observant Dominique avec un regard mêlé de triomphe et d'amertume. « Tu commences à comprendre maintenant, » dit-il d'une voix glaciale. « Regarde bien, Dominique, regarde bien dans les yeux de cette fille, puis demande-toi pourquoi elle a dû te fuir. » Mais Dominique n'entendait plus Marcus. Il ne voyait que Lily, l'enfant dont les yeux reflétèrent les siens dans chaque éclat de lumière. L'enfant qui tremblait dans les ruines de cette pièce. L'enfant qui avait eu le courage d'appeler un étranger pour sauver sa mère. Lily fit quelques pas supplémentaires vers Dominique, ses petits pieds nus traversant sans hésitation les morceaux de verre brisés. Elle s'arrêta à moins d'1 mètre de lui, levant son petit visage pour regarder l'étranger dont elle avait entendu parler pendant 7 ans. Le gris acier de ses yeux n'était plus la panique sauvage de tout à l'heure. Il s'était transformé en quelque chose d'autre, un profond désir, un espoir si fort qu'il faisait mal au cœur à Dominique. Puis, elle ouvrit la bouche, et ce qu'elle dit détruisit tous les murs que Dominique avait construits au cours des 20 dernières années. « Bonjour, papa. » La voix de Lily était douce mais claire. Chaque mot était prononcé avec soin, comme si elle avait répété cette phrase 1000 fois dans sa tête, attendant le jour où elle pourrait enfin la dire à voix haute. « Maman m'a tout raconté à ton sujet. » Le monde de Dominique s'écroula. Pas lentement, comme un vieux bâtiment qui se détériore avec le temps, mais instantanément, complètement, comme une bombe qui explose en plein milieu de sa poitrine. Les 2 mots « Bonjour, papa » résonnaient dans sa tête encore et encore, comme une cloche qui ne s'arrêterait jamais. Il avait été blessé par balle. Il avait été poignardé. Il avait été torturé. Mais aucune douleur physique ne pouvait se comparer à ce sentiment. Ses genoux se sont dérobés, et pour la première fois de sa vie, le plus puissant parrain de la mafia de Détroit s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus tenir debout. Les calculs tournaient dans la tête de Dominique comme un tourbillon qu'il ne pouvait arrêter. Il y a 8 ans, Elena avait disparu sans dire au revoir. La fille devant lui avait environ 7 ans. Cela signifiait qu'au moment où Elena était partie, elle était enceinte de quelques semaines ou de quelques mois. Cela signifiait que pendant qu'il avait passé 2 ans à la rechercher comme un fou, Elena portait son enfant. Cela signifiait que pendant qu'il perdait la tête, ne sachant pas où elle était, elle avait donné naissance à ce bébé seul, l'avait élevé seul, l'avait forcé à vivre dans l'ombre d'un autre homme, l'appelant oncle, alors qu'il détruisait son monde. Dominique regarda Elena, et cette fois, il ne vit pas la victime de violences domestiques. Il vit la femme qui avait volé 7 ans de la vie de sa fille. 7 ans pendant lesquels il n'avait pas été là pour la voir naître. 7 ans pendant lesquels il n'avait pas entendu son premier cri. 7 ans pendant lesquels il ne lui avait pas appris à faire ses premiers pas. Il ne l'avait pas entendu prononcer ses premiers mots. Il n'avait pas été à ses côtés lorsqu'elle était malade, lorsqu'elle avait peur, lorsqu'elle avait besoin d'un père. Elena était toujours là, allongée sur le sol, sans essayer de se relever, sans essayer de s'expliquer. Elle regardait seulement Dominique avec des yeux remplis de larmes. Et dans ce regard, il y avait de l'acceptation. Elle savait ce qu'elle avait fait. Elle savait qu'elle lui avait enlevé son droit d'être père. Elle savait qu'aucune excuse ne pourrait compenser ces 7 années perdues. Alors elle ne dit rien. Elle pleura seulement en silence, les larmes coulant sur son visage meurtri, se mélangeant au sang séché sur ses lèvres. « Maman a dit, tu es très occupée. » Lily continua d'une voix étrangement calme, comme si elle récitait une histoire qu'elle avait mémorisée. « Maman a dit que tu devais protéger beaucoup de gens, que tu n'avais donc pas le temps de revenir vers moi et vers nous. Mais maman a dit qu'un jour, quand nous aurions vraiment besoin de toi, tu viendrais. Et tu es vraiment venu. » Dominique sentit quelque chose de chaud monter derrière ses yeux. Il n'avait pas pleuré depuis l'âge de 12 ans, depuis le jour où sa mère était morte dans ses bras,
victime d'une balle perdue lors d'une guerre des gangs, il avait juré de ne plus jamais pleurer, de ne jamais laisser personne voir sa faiblesse. Mais maintenant, les larmes coulaient toutes seules, et il ne pouvait pas les retenir. Sa fille. Cet enfant était sa fille, sa propre chair et son propre sang. Le seul héritage qu'il avait laissé au monde, et pendant 7 ans, il n'avait même pas su qu'elle existait. Dominique s'agenouilla lentement, ses genoux touchant le sol froid, amenant son visage à la hauteur de Lys. Il regarda dans ses yeux gris acier identiques aux siens, et il n'y vit aucun reproche, aucune colère, seulement l'espoir pur d'une enfant qui avait attendu son père pendant 7 longues années. « Je suis là maintenant. » La voix de Dominique tremblait, se brisant. Ce n'était plus la voix d'un chef mafieux froid, mais celle d'un père qui venait de retrouver son enfant après 7 ans de séparation. « Je suis désolé d'être arrivé tard. Mais je suis là maintenant. » Marcus se tenait dans un coin, observant la scène d'un regard sombre. Il ne disait pas un mot, mais sa main s'était déplacée vers le pistolet caché derrière son dos. La véritable guerre ne faisait que commencer. Marcus sortit du coin sombre, le bruit de ses chaussures résonnant lentement sur le sol jonché de débris. Il regarda Dominique, agenouillé devant Lily, avec un mépris évident, comme si cette douceur confirmait tout ce qu'il avait toujours cru au sujet du plus puissant parrain de la mafia de Détroit. « Comme c'est touchant, » dit-il d'une voix pleine de moquerie. Dominique Torino à genoux devant une enfant. « Si tes ennemis pouvaient voir ça, ils mourraient de rire. » Dominique se leva lentement, posa une main sur l'épaule de Lily et la guida doucement derrière lui, faisant de son propre corps un bouclier entre sa fille et l'homme qui avait causé toute cette souffrance. Il ne dit rien. Il se contenta de fixer Marcus d'un regard glacial, attendant. Marcus sembla comprendre ce silence comme une invitation à s'expliquer. Il se mit à faire les 100 pas dans la pièce comme un avocat présentant un dossier au tribunal. « Tu veux la vérité, Dominique ? La vérité, c'est qu'il y a 8 ans, Elena est venue me voir. Je ne suis pas allé la chercher. Elle a frappé à ma porte à 2 heures du matin. Elle avait les yeux gonflés d'avoir pleuré. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait même pas tenir un verre d'eau. Elle m'a supplié de l'aider à disparaître. » Il fit une pause et regarda Dominique avec un air triomphant. « Tu sais ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit qu'elle avait peur. Peur de ton monde. Peur de tes ennemis. Peur qu'un jour, l'enfant qu'elle portait devienne un otage, une cible, un pion dans tes guerres de gangs absurdes. » Dominique ressentait chaque mot de Marcus comme un coup de poignard dans la poitrine, car il ne mentait pas. Le monde de Dominique était dangereux. Les ennemis de Dominique n'avaient vraiment aucune limite. Dominique avait vu trop de collègues perdre des êtres chers à cause d'enlèvements, de tortures, de meurtres. Tout cela juste pour envoyer un message. La peur d'Elena ne venait pas de nulle part. Elle m'a parlé du travail chez Moretti. Marcus a continué, la voix plus aiguë. Elle est restée là à te regarder ordonner l'extermination de toute une famille. Le père, la mère, 2 enfants. Le plus jeune n'avait que 5 ans. Dominique, 5 ans. Et tu n'as même pas scié. Il désigna Lily, qui se cachait derrière le dos de Dominique. Elle t'a regardé dans les yeux ce jour-là et s'est demandé si son enfant pourrait grandir en sécurité aux côtés d'un homme comme toi, si tu serais capable de protéger ton propre enfant alors que tu étais la source de tous les dangers. Elena éclata en sanglots dans un coin. C'était le premier bruit qu'elle faisait depuis que Dominique était entré dans l'appartement. Ses pleurs confirmaient les dires de Marcus, et Dominique sentit son cœur s'alourdir encore davantage. « Alors je l'ai aidé !» a dit Marcus. Et maintenant, une pointe de fierté se glissait dans sa voix. « Je lui ai construit une nouvelle identité. Je lui ai trouvé un endroit sûr où vivre. Je me suis assuré que personne, pas même toi, ne puisse jamais la retrouver. J'ai fait tout cela parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Parce que je voulais protéger une femme innocente et son enfant, un être du monde brutal que tu avais créé. » Dominique écoutait, et une partie de lui voulait croire que Marcus avait agi par bonté. Une partie de lui voulait croire que, au moins au début, les motivations de Marcus avaient été pures. Mais ensuite,
Dominique regarda les mains de Marcus, dont les jointures étaient encore tachées du sang d'Helena. Il regarda le coin, où la femme qu'il aimait était recroquevillée, le visage meurtri. Il baissa les yeux vers Lily, une enfant de 7 ans qui connaissait l'emplacement de chaque arme à feu dans la maison, comme les autres enfants savent où se trouvent leurs jouets. Un instinct de survie gravé en elle. « Tu dis que tu voulais la protéger. » Dominique finit par parler, d'une voix grave et lente comme un tonnerre lointain annonçant une tempête. « Tu dis que tu as fait tout cela par gentillesse, pour la sauver de mon monde dangereux. » Il fit un pas vers Marcus, sans quitter des yeux le visage du traître. « Mais il y a une chose que tu ne peux pas expliquer, Marcus. Si tu voulais seulement aider, pourquoi ne t'es-tu pas arrêté là? Pourquoi ne lui as-tu pas simplement donné un endroit sûr, et pourquoi ne t'es-tu pas éloigné? Pourquoi es-tu resté? » Dominique s'arrêta à moins d'un demi-mètre de Marcus, assez près pour voir les premières gouttes de sueur perler sur son front. « Tu ne pouvais pas simplement l'aider et t'en aller, n'est-ce pas? » Dominique articula chaque mot. « Tu devais rester. Tu devais contrôler. Tu devais te rendre indispensable dans sa vie. Protection. Tu appelles ça de la protection. » Il désigna Helena. « Regarde son visage, Marcus. Regarde les bleus sur son corps. C'est comme ça que tu protèges la femme que tu prétends vouloir sauver. » Marcus recula d'un pas, et pour la première fois de la soirée, sa confiance vacilla, et Dominique vit dans ses yeux la vérité qu'il essayait de cacher. Ce n'était pas l'histoire d'un chevalier sauvant une princesse. C'était l'histoire d'un homme qui avait volé ce qui ne lui appartenait pas et l'avait ensuite enfermé dans une cage. « Laisse-moi parler. » La voix d'Helena venait du coin, faible mais inébranlable. Elle essaya de s'appuyer sur ses mains pour se redresser, le visage crispé par la douleur, mais elle ne s'arrêta pas. Dominique et Marcus se tournèrent tous deux vers elle, l'un avec des yeux pleins d'inquiétude, l'autre avec des yeux pleins d'avertissement. Helena ne regarda aucun d'eux. Elle ne regardait que ses propres mains, ses doigts fins tremblants, et elle commença à raconter l'histoire qu'elle avait cachée pendant 8 ans. « Il y a 8 ans, j'avais 19 ans, dit-elle d'une voix rauque, chaque mot semblant sortir du plus profond de son âme. J'étais juste une étudiante de 2e année, élevée dans des orphelinats. Pas de famille, pas de parents. Personne dans ce monde qui se souciait de savoir si je vivais ou mourais. Puis je t'ai rencontré, Dominique. » Elle leva les yeux vers lui pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à parler. Ses yeux bleus se remplirent de larmes. « Tu as été la première personne à me donner le sentiment d'être protégée. La première personne à me regarder comme si j'avais de l'importance. La première personne à me faire croire qu'une vie meilleure m'attendait. » Helena fit une pause, déglutissant péniblement. Lily s'était glissée derrière Dominique et s'avançait lentement vers sa mère, les yeux gris acier remplis d'inquiétude. La petite fille s'assit à côté d'Helena et prit la main de sa mère. Et Helena la serra dans ses bras comme si elle était la seule bouée de sauvetage dans une tempête. « J'étais enceinte et je ne le savais pas. » Helena continua, la voix brisée. « Je n'ai pas reconnu les signes parce que j'étais trop jeune, trop naïve. Puis, un soir, tu as eu des nouvelles de la famille Moretti. Je t'ai accompagnée parce que tu m'avais dit que c'était juste une réunion normale. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui allait se passer. » Dominique sentit le sang se glacer dans ses veines. Le travail chez les Moretti. Cela avait été l'une des décisions les plus impitoyables de sa vie. Une décision qu'il avait essayé d'oublier, sans jamais y parvenir. Les Moretti avaient trahi l'organisation, vendu des informations à un rival, et 12 de ces hommes étaient morts dans une embuscade à cause de cela. Dans les règles du monde souterrain, ce genre de trahison n'avait qu'une seule punition. « Je me tenais devant la porte, » dit Helena, sa voix devenant lointaine, comme si elle replongeait dans ses souvenirs. « J'ai entendu les cris, les supplications, les coups de feu, puis le silence. Quand tu es sorti, il y avait du sang sur ta chemise. Tu m'as dit que c'était juste du business, qu'il t'avait trahi et qu'il devait payer. J'ai acquiescé parce que je t'aimais et que je te croyais. Mais ensuite,
J'ai regardé à travers la fente de la porte. Des larmes coulaient sur le visage meurtri d'Helena. Je les ai vus, Dominique, toute la famille, le père face contre terre. La mère s'était effondrée à côté de la table à manger, et les deux enfants gisaient ensemble dans un coin, leurs mains toujours enlacées. La pièce s'est enfoncée dans un silence de mort. Dominique a eu l'impression qu'on lui avait versé de l'eau glacée dans le dos. Il s'est souvenu de cette nuit-là. Il s'est souvenu avoir donné l'ordre de ne laisser aucun témoin. Il s'est souvenu avoir tourné le dos et ne plus avoir regardé, mais il n'avait jamais su qu'Helena avait vu cela. Il n'avait jamais su qu'elle avait gardé cette image en tête pendant toutes les années qui avaient été suivies. Cette nuit-là, j'ai découvert que j'étais enceinte, a murmuré Helena. J'ai regardé le test et j'ai vu 2 lignes rouges. J'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai pensé au bébé qui grandissait en moi. Puis je me suis souvenu des enfants Moretti, leurs mains enlacées, leurs yeux encore grands ouverts. La plus jeune n'avait que 5 ans, encore plus jeune que Lily aujourd'hui. Elle serra sa fille plus fort contre elle. Je me demandais si mon enfant serait un jour en sécurité. Si un jour, tes ennemis viendraient chercher mon enfant, comme tu es venu chercher les leurs. Si mon enfant devrait mourir simplement parce qu'il est l'enfant de Dominique Torino. Je n'avais pas peur de toi, Dominique, dit Helena, et soudain sa voix devint plus forte. Je n'ai jamais eu peur que tu me fasses du mal, mais j'avais peur de ton monde. J'avais peur des gens qui veulent te détruire. J'avais peur que mon enfant grandisse entouré de sang et d'armes, qu'elle apprenne à tuer avant même d'avoir appris à aimer. J'avais peur qu'un jour, je trouve mon enfant dans un coin d'une pièce, comme les enfants Moretti, les mains serrées autour de quelque chose qu'elle n'avait jamais eu la chance de garder. Dominique voulait dire quelque chose, voulait expliquer qu'il les protégerait, qu'il ne laisserait jamais personne toucher à sa famille. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car il savait qu'Helena n'avait pas tort. Son monde était dangereux, et les enfants Moretti étaient bel et bien morts sur son ordre. Il n'avait pas le droit de promettre la sécurité, alors que ses propres mains avaient privé tant d'autres personnes de cette sécurité. Alors je me suis enfui. Helena termina, sa voix réduite à un souffle fatigué. Je me suis enfui vers la seule personne que je connaissais, à part toi. Je me suis enfui vers Marcus. Helena prit une profonde inspiration, comme si elle essayait de rassembler assez de force pour continuer l'histoire qu'elle avait enfouie pendant 8 ans. Lily était assise, immobile, dans les bras de sa mère. Ses yeux gris acier se levèrent vers le visage d'Helena avec une compréhension bien supérieure à son âge. Dominique se tenait là, n'osant pas bouger. Il avait peur que le moindre mouvement fasse taire Helena. Il avait besoin d'entendre cette histoire. Il avait besoin de tout savoir. Peu importe à quel point la vérité pouvait être douloureuse. Après cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Helena continua, sa voix baissant comme si elle confessait quelque chose de sacré. Chaque fois que je fermais les yeux, je les voyais déjà enfants. Puis leur visage se transformait en celui du bébé qui grandissait en moi. J'imaginais des centaines de scénarios différents. Tes ennemis kidnappant mon enfant pour obtenir une rançon. Torturant mon enfant pour te forcer à te rendre. Tuant mon enfant juste pour envoyer un message. Je savais comment fonctionnait ton monde, Dominique. Je savais que dans ce monde, les personnes que tu aimes ne sont pas ta famille. Elles sont tes faiblesses. Et mon enfant, un enfant portant le sang de Dominique Torino, serait ta plus grande faiblesse. Marcus restait silencieux dans un coin, le visage impassible pendant qu'Helena parlait. Mais Dominique remarqua que les yeux de Marcus suivaient Helena avec quelque chose d'étrange, comme s'il vérifiait qu'elle disait exactement ce qu'il voulait qu'elle dise. « Je ne savais pas vers qui me tourner, » dit Helena. « J'étais orpheline depuis mon plus jeune âge. Je n'avais ni famille, ni vrais amis en dehors des gens de ton monde. Et parmi ces gens, Marcus était le seul qui semblait gentil avec moi. Il me demandait comment j'allais quand il venait te voir. Il m'offrait un café les matins où je t'attendais au bureau.
Il était le seul à me regarder comme une personne, et non comme la propriété du patron. Helena leva les yeux vers Marcus, et dans ce regard se mêlaient gratitude et ressentiment. Du moins, c'est ce que j'ai pensé à l'époque. Dominique sentit sa poitrine se serrer comme si quelqu'un l'écrasait. Il n'avait jamais prêté attention à ces petits gestes de Marcus. Les fois où Marcus s'était proposé de rester pour veiller sur Helena quand Dominique était occupé. Les sourires que Marcus lui adressait et que Dominique avait pris pour de la simple politesse. Tout cela avait désormais une signification tout à fait différente. « Je suis allé chez Marcus à 2h du matin, continua Helena. J'ai pleuré et je lui ai dit que je devais disparaître. Je lui ai parlé du bébé, de ma peur, de ce que j'avais vu. Je l'ai supplié de m'aider, car je n'avais plus personne d'autre à qui demander. » Elle fit une pause, déglutissant péniblement. Marcus m'a écouté, puis il m'a prise dans ses bras. Il m'a dit que j'avais raison de vouloir protéger mon enfant. Il m'a dit qu'il m'aiderait, qu'il me construirait une nouvelle vie dans un endroit où tu ne me trouverais jamais. J'avais l'impression d'avoir trouvé un sauveur. Mais il y avait une condition, dit Helena, et soudain, sa voix devint amère. Marcus a dit qu'il m'aiderait, mais que je devais le laisser s'occuper de tout. Je ne pouvais contacter personne de mon ancienne vie. Je ne pouvais aller nulle part sans le lui dire. Je ne pouvais rien faire sans sa permission. Il disait que c'était des mesures de sécurité nécessaires pour s'assurer que Dominique ne puisse pas me retrouver. J'ai accepté parce que je pensais que c'était un prix raisonnable à payer pour la sécurité de mon enfant. Dominique a regardé Marcus, et Marcus n'a pas détourné le regard. Au contraire, il a simplement haussé les épaules, comme si ce qu'Helena venait de dire était tout à fait raisonnable. « Je voulais seulement la protéger, » a dit Marcus d'un ton si calme qu'il en était effrayant. « Tu sais comment ça se passe, Dominique. Tu as des contacts partout. Si Helena avait appelé quelqu'un, si elle se présentait dans un endroit familier, tu la trouverais immédiatement. J'ai seulement fait ce qui était nécessaire pour la protéger de toi. »« De toi » répéta Dominique, chaque mot sortant avec difficulté entre ses dents serrées. « Tu dis ça comme si j'étais la menace, comme si j'étais celui dont elle devait s'enfuir. »« N'était-ce pas toi ?» rétorqua Marcus, la voix pleine de défi. « Tu as anéanti toute une famille, Dominique, des enfants aussi. Tu penses qu'Helena voulait que son enfant grandisse aux côtés d'un homme comme toi ?» Helena intervint avant que Dominique n'ait le temps de répondre. « Au début, j'ai cru Marcus, » dit-elle d'une voix lourde de fatigue. « J'ai cru que les règles qu'il avait établies étaient pour me protéger. J'ai cru qu'il ne voulait que le meilleur pour moi et mon enfant. J'ai cru, jusqu'à ce que je réalise, que je n'avais plus le droit de croire en quoi que ce soit d'autre. » Helena se tut un instant, serrant Lily dans ses bras comme si la petite fille était la seule bouée de sauvetage qui lui restait dans un océan noir. Dominique vit les ecchymoses sur les poignets d'Helena, les légères cicatrices le long de ses bras, et il comprit que ce qu'elle s'apprêtait à raconter n'était que la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus grand, quelque chose de caché et de mortel. « La première fois, il ne m'a giflé qu'une seule fois, » continua Helena d'une voix vide, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Il s'est excusé tout de suite après. Il a pleuré. Il a dit qu'il ne pouvait pas se contrôler, qu'il m'aimait trop et qu'il avait peur de me perdre. Il a promis qu'il ne le referait plus jamais. Je l'ai cru parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'argent pour partir, pas de famille sur qui compter. Personne dans ce monde ne savait que j'existais, sauf lui. Alors je suis resté et j'ai cru à sa promesse. Elle a laissé échapper un rire amer semblable au bruit du verre qui se brise. Cette promesse a duré 2 semaines. La deuxième fois, c'était parce que j'avais oublié de préparer le dîner à l'heure. La troisième fois, c'était parce que j'avais regardé un autre homme dans la rue pendant plus d'1 seconde. La quatrième, la 5e, la 6e fois, je ne me souviens même plus des raisons, car petit à petit, il n'avait plus besoin de raison. Il me frappait quand il était en colère. Il me frappait quand il était ivre. Il me frappait quand il avait passé une mauvaise journée. Il me frappait simplement parce qu'il le pouvait, parce qu'il savait que je n'avais nulle part où aller.
Dominique sentit la rage bouillir dans ses veines comme de la lave en fusion, prête à entrer en éruption. Il regarda Marcus qui se tenait là, en silence, le visage impassible. Pas la moindre trace de honte ou de regret. Comment pouvait-on faire ça à une femme innocente et à son enfant? Comment pouvait-il rester dans cette pièce après tout ce qu'il avait fait? J'ai appris à cacher mes blessures, poursuivit Helena d'une voix neutre, comme si elle lisait un rapport. J'ai appris à me maquiller pour couvrir les bleus sur mon visage. J'ai appris à porter des manches longues en plein été pour cacher les marques sur mes bras. J'ai appris à sourire quand mes collègues me demandaient si j'allais bien. J'ai appris à mentir et à dire que j'étais tombé dans les escaliers, que j'avais heurté une porte, que j'avais glissé dans la douche. J'ai tellement menti que parfois, j'en oubliais la vérité. Je suis devenu un fantôme dans ma propre vie. J'existais sans vivre, je respirais sans ressentir quoi que ce soit. Helena baissa les yeux vers Lily pour la première fois depuis qu'elle avait commencé. Son regard s'adoucit. Elle est la seule raison pour laquelle je suis encore en vie. Il y avait des nuits où je m'allongeais sur le sol de la salle de bain après que Marcus ait fini, fixant le rasoir sur le lavabo et pensant à en finir, pensant que mourir serait plus facile que d'endurer un jour de plus. Mais alors j'entendais Lily pleurer dans la chambre, appelant maman au milieu d'un cauchemar, et je savais que je ne pouvais pas la laisser seule. Si je mourais, Lily resterait avec Marcus, et je préférais endurer 1000 coups de fouet plutôt que de laisser mon enfant grandir entre les mains d'un homme comme lui. Dominique sentit des larmes chaudes couler, et il ne prit pas la peine de les retenir. La femme devant lui n'était plus la jeune fille de 19 ans pleine d'espoir qu'il avait aimée autrefois. Helena avait maintenant 27 ans, mais elle semblait avoir dépassé la quarantaine, avec des yeux morts depuis longtemps et un sourire qui avait oublié comment apparaître. 8 années de vie dans la peur l'avaient épuisée, la transformant d'une fleur vivante en une branche flétrie. « J'ai essayé de m'enfuir une fois, » dit Helena, la voix tremblante. Quand Lily avait 6 ans, j'ai économisé un peu d'argent en vendant de petites choses que Marcus ne remarquait pas. Je prévoyais de l'emmener dans une autre ville et de recommencer à zéro. Mais Marcus l'a découvert. Il a trouvé l'argent que j'avais caché dans ma boîte à bijoux. Cette nuit-là a été la pire nuit de ma vie. Sans y penser, elle porta la main à son épaule gauche, où Dominique pouvait voir une longue cicatrice qui descendait le long de son bras sous le tissu fin. Il m'a dit que si j'essayais de m'enfuir à nouveau, il ne me frapperait pas. Il frapperait Lily. La pièce semblait figée. Dominique regarda Marcus, et pour la première fois de sa vie, il ressentit une rage si pure qu'elle dépassait la haine. Ce n'était pas la colère d'un parrain de la mafia trahi, c'était la fureur d'un père qui venait d'apprendre que son enfant avait été menacé. Après cela, je n'osais même plus penser à m'enfuir. Helena termina, la voix réduite à un souffle fatigué. J'acceptais que telle était ma vie. Pas d'issue, pas d'espoir, juste Lily et moi, essayant de survivre au jour le jour, dans cet enfer silencieux. Lily était assise, immobile, dans les bras de sa mère, ses yeux gris acier levés vers Dominique avec une compréhension bien au-delà de son âge. Elle avait entendu cette histoire plus de fois qu'on ne pouvait les compter. Pas à travers des mots, mais à travers les sanglots de sa mère pendant la nuit, à travers les nouvelles ecchymoses chaque matin, à travers la façon dont sa mère sursautait chaque fois que la voiture de l'oncle Marcus s'arrêtait devant la porte. Lily n'avait besoin de personne pour lui expliquer. Elle avait appris à comprendre depuis qu'elle était toute petite, car dans cet appartement, tout comprendre était la seule façon de survivre. « Lily n'est pas comme les autres enfants, » dit Helena, la voix empreinte à la fois de douleur et de fierté. Elle a grandi dans l'obscurité, et l'obscurité lui a appris des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à savoir. Depuis l'âge de 4 ans, Lily sait lire sur le visage de Marcus pour deviner son humeur. Elle sait quand il est heureux, quand il est triste, quand il est en colère et sur le point d'exploser. Elle sait comment se rendre invisible. Elle sait quand rester silencieuse et quand se cacher dans sa chambre. Elle a 7 ans, mais elle a l'instinct de survie de quelqu'un qui a vécu la guerre. Dominique baissa les yeux vers Lily et son cœur se brisa à nouveau. Sa fille de 7 ans n'avait pas pu jouer à la poupée,
ou regarder des dessins animés comme les autres enfants. Sa fille avait grandi en apprenant à lire le langage corporel d'un agresseur, en apprenant à se faire petite et à passer inaperçue. Elle avait appris à vivre dans la peur constante, jour après jour. « Je sais où se trouvent toutes les armes », dit soudain Lily d'une voix si calme qu'elle en était effrayante. Oncle Marcus en a une derrière le pot à biscuits dans la cuisine, une dans le tiroir du haut de sa table de chevet, une sous le coussin du canapé, et une dans une boîte à chaussures sur l'étagère la plus haute du placard de ma mère. Elle leva les yeux vers Dominique. C'est lui qui m'a appris à manipuler les armes en toute sécurité. Il m'a dit que je devais savoir où elles se trouvaient pour pouvoir m'en éloigner. Mais je pense qu'il voulait me faire peur. Il voulait que je sache qu'il pouvait faire n'importe quoi. Marcus se tortilla, mal à l'aise, lorsque Lily parla, mais il ne nia pas. Dominique remarqua que Marcus regardait la fillette avec un mélange de surprise et de malaise, comme s'il venait de réaliser que l'enfant qu'il croyait contrôler en savait en réalité bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Je connais aussi toutes les issues », a poursuivi Lily, d'une voix toujours calme, comme si elle lisait une liste de courses. « La porte d'entrée a 3 serrures. C'est oncle Marcus qui garde les clés. La fenêtre du salon est bloquée. Elle ne s'ouvre pas. La fenêtre de la chambre de ma mère peut s'ouvrir, mais nous sommes au 3e étage. Si vous sautez, vous vous casserez la jambe. La sortie de secours au bout du couloir est toujours verrouillée, mais vous pouvez la casser si vous donnez un coup de pied assez fort. L'ascenseur nécessite une carte-clé que l'oncle Marcus garde. Les escaliers sont le meilleur moyen de sortir, mais l'oncle Marcus gare toujours sa voiture juste devant la porte de la cage d'escalier afin de pouvoir voir si quelqu'un s'enfuit. Dominique avait l'impression que quelqu'un lui serrait le cœur jusqu'à l'empêcher de respirer. Sa fille de 7 ans avait dessiné un plan d'évasion dans son esprit, avait calculé toutes les options possibles et s'était préparée au jour où elle et sa mère devraient peut-être s'enfuir. Ce n'était pas quelque chose qu'un enfant devrait savoir. C'était le savoir d'un prisonnier, d'un otage, de quelqu'un qui vit dans une cage. Mais il y a une chose que l'oncle Marcus ignore, dit Helena, et sa voix se fit soudain plus chaleureuse au milieu de toute cette douleur. Chaque soir, après son départ, je parle à Lily de son père. Je lui parle de toi, Dominique, de l'homme que j'ai aimé, du père qu'elle n'a jamais eu le droit de rencontrer. Lily leva la tête, ses yeux gris acier brillants. Maman dit que papa est l'homme le plus fort du monde. Maman dit que papa protège beaucoup de gens. Maman dit que papa a les mêmes yeux que moi, gris comme le ciel avant un orage. Maman dit que papa tient toujours ses promesses, quoi qu'il arrive. Helena acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. J'ai gardé ton numéro de téléphone dans ma boîte à bijoux. Le numéro que tu as gravé sur le couvercle le jour où tu me l'as offerte. J'ai dit à Lily que si quelque chose de vraiment terrible arrivait, si maman ne pouvait plus la protéger, elle devait appeler ce numéro. Je lui ai dit que la personne à l'autre bout du fil viendrait nous sauver. Peu importe où il se trouvait, peu importe ce qu'il faisait. Maman disait que papa viendrait, dit Lily, la voix tremblante mais pleine de foi. Maman disait que papa était juste très occupé, mais que si j'appelais, papa viendrait. Et tu es vraiment venu. Elle regarda Dominique, ses yeux gris toujours aussi brillants. Je t'ai attendu pendant 7 ans. J'ai mémorisé ton numéro de téléphone quand j'avais 5 ans. Je me suis entraîné à marcher sans faire de bruit pour que personne ne m'entende. J'ai attendu le jour où je pourrais te rencontrer. Sa voix s'est brisée. Et tu es vraiment venu. Maman avait raison. Tu tiens toujours tes promesses. Dominique s'est agenouillé et a pris Lily dans ses bras. Et pour la première fois en 20 ans, le plus puissant parrain de la mafia de Détroit a pleuré comme un enfant. Sa fille l'avait attendu pendant 7 ans dans l'obscurité, s'accrochant à la foi en un père qu'elle n'avait jamais rencontré, mémorisant son numéro de téléphone comme une prière. Et ce soir, enfin, elle avait eu le courage d'appeler. Lily se souvenait de cette nuit comme si c'était hier. Elle était allongée dans sa chambre, faisant semblant de dormir comme sa mère lui avait toujours dit de le faire. Chaque fois que l'oncle Marcus venait, l'horloge murale indiquait 22 heures, et Lily entendait la porte d'entrée s'ouvrir. Les pas lourds, familiers, le son de la voix de l'oncle Marcus qui disait quelque chose à sa mère d'un ton que Lily avait appris à reconnaître comme dangereux. Elle restait parfaitement immobile, les yeux fermés,
les doigts agrippés au bord de la couverture, priant pour que cette nuit soit différente. Mais cette nuit n'était pas différente. Cette nuit était pire que toutes les nuits précédentes. Lily entendait sa mère supplier, le bruit des objets qui se brisaient, le bruit d'une gifle, le bruit des poings, le bruit de sa mère qui tombait sur le sol. Puis vinrent les pleurs. Pas des pleurs ordinaires. Sa mère essayait de les ravaler chaque nuit, mais c'étaient des pleurs désespérés. Les pleurs de quelqu'un qui avait atteint la limite ultime de ce qu'une personne pouvait endurer. Une fillette de 7 ans était allongée là, dans le noir, les larmes coulant sur ses joues, se mordant les lèvres pour ne pas faire de bruit. Sa mère l'avait avertie que quoi qu'elle entende, elle ne devait pas sortir. Sa mère lui avait dit que si elle sortait, oncle Marcus serait encore plus en colère et que tout empirerait. Lily avait donc appris à rester immobile, à écouter sa mère se faire battre sans rien faire. Elle avait appris à se détester pour son impuissance. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Les pleurs de sa mère ne s'arrêtaient pas. Ils continuaient, entrecoupés de respirations saccadées et de gémissements de douleur. Lily n'avait jamais entendu sa mère pleurer ainsi. Pas une seule fois. Puis la petite fille entendit une porte claquer, une voiture démarrer, puis s'éloigner. Oncle Marcus était parti. Lily attendit encore 5 minutes, puis 10, pour s'assurer qu'il ne reviendrait pas. Elle ouvrit alors très lentement la porte de sa chambre et sortit pieds nus dans le couloir, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Sa mère était là, dans un coin du salon, recroquevillée comme un animal blessé. Du sang coulait des lèvres de sa mère et tombait sur le sol. Les yeux de sa mère étaient tellement gonflés qu'ils étaient presque fermés. Et sa mère pleurait sans bruit, les épaules secouées de sanglots. Lily resta là, debout, à regarder sa mère. Et à ce moment-là, l'enfant de 7 ans prit la décision la plus importante de sa vie. Elle avait attendu trop longtemps, elle était restée silencieuse trop longtemps, elle avait espéré trop longtemps que les choses s'amélioreraient, mais elles ne s'étaient pas améliorées. Elle n'avait fait qu'empirer. Et si elle ne faisait rien maintenant, un jour, sa mère ne se relèverait plus. Lily se glissa dans la chambre de sa mère, où la petite boîte à bijoux en bois était cachée au fond du placard. Elle savait depuis longtemps où elle se trouvait. Elle avait vu sa mère la sortir tard dans la nuit, quand elle pensait que Lily était endormie. Sa mère l'ouvrait, fixait l'intérieur du couvercle et pleurait. Lily ne savait pas ce que sa mère regardait, jusqu'à ce qu'un soir, elle se lève discrètement et observe à travers une fente dans la porte. Elle vit sa mère suivre du doigt les chiffres gravés dans le bois, et les lèvres de sa mère bougeaient comme si elle récitait une prière. Ce soir-là, Lily ouvrit la boîte. À l'intérieur du couvercle, les chiffres étaient toujours là, effacés par le temps, mais encore lisibles. Lily avait mémorisé cette série de chiffres 2 ans plus tôt, les répétant dans sa tête chaque soir avant de s'endormir, comme sa mère le faisait. Lily prit le téléphone de sa mère, celui que l'oncle Marcus vérifiait toujours, mais qu'il avait oublié de prendre ce soir-là. Ses mains tremblaient tandis qu'elle composait chaque chiffre. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Il était 23 heures lorsque l'appel fut connecté. Une voix masculine se fit entendre à l'autre bout du fil. Une voix grave et froide, celle de quelqu'un en pleine action. Lily prit une profonde inspiration, et d'une voix faible et tremblante, elle murmura les mots qu'elle avait préparés pendant 2 ans. « S'il vous plaît, vous devez venir. Il frappe ma mère. Cet homme lui fait du mal. Je ne sais pas quoi faire. » Marcus se tenait dans un coin de la pièce, observant tout ce qui venait de se passer, le visage lentement déformé jusqu'à devenir méconnaissable. Il regardait Dominique tenir Lily dans ses bras. Il regardait Helena pleurer. Il regardait la famille qu'il avait tenté de s'approprier pendant 8 ans lui glisser entre les doigts, centimètre par centimètre, et quelque chose en lui commença à se briser. Ce n'était ni de la douleur, ni du remords, mais la folie d'un homme perdant ce qu'il croyait lui appartenir. « Assez !» rugit Marcus, sa voix résonnant dans la pièce comme le tonnerre. « J'en ai assez entendu de ces mensonges. » Il pointa du doigt Helena, les yeux injectés de sang comme un animal acculé. « Elle vous raconte une version des faits. Mais connaissez-vous la vérité, Dominique? Elle est venue me voir. Elle m'a supplié. Elle m'a choisi à votre place. Et maintenant, elle invente des histoires pour attirer votre pitié. » Dominique se leva, remit Lily derrière lui et garda son regard fixé sur Marcus.
J'ai entendu les deux versions, dit-il d'une voix glaciale. Et je vois les preuves devant moi. Le visage d'Elena, les cicatrices sur son corps. Ma fille de 7 ans qui sait où se trouvent toutes les armes à feu de la maison, comme un instinct de survie. Que penses-tu pouvoir expliquer d'autre ? Marcus éclata de rire, un son sauvage dans la pièce saccagée. Tu crois comprendre ? Tu crois qu'en venant ici, en écoutant quelques histoires larmoyantes, tu sais soudain tout savoir. Il se mit à faire les 100 pas, d'un pas lourd et chaotique. Tu ne comprends rien, Dominique ? Tu n'as jamais compris ? Pendant 15 ans, je suis resté à tes côtés. Pendant 15 ans, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Pendant 15 ans, je t'ai sauvé la vie. J'ai tué pour toi. J'ai tout sacrifié pour toi. Et qu'as-tu obtenu ? Tout. Tu as tout eu, tandis que je n'ai rien eu. Dominique fronça les sourcils. Et pour la première fois ce soir-là, il vit autre chose se cacher derrière la fureur de Marcus. Il ne s'agissait pas seulement d'Elena ou de Lily. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui couvait depuis 15 ans. Tu sais ce que ça fait, continua Marcus, la voix pleine d'amertume. De te voir avoir tout ce que je ne pourrai jamais avoir. Le pouvoir, le respect, la loyauté de centaines d'hommes. Et puis Elena. Il regarda la femme recroquevillée dans un coin, avec un regard que Dominique comprit enfin ne pas être de l'amour. C'était le regard d'un collectionneur, contemplant son trophée le plus précieux. Elle était la plus belle femme qui soit jamais entrée dans ta vie. Elle te regardait comme si tu étais tout son univers. Elle t'aimait comme personne ne m'a jamais aimé. Et toi, tu n'as même pas su l'apprécier. Tu étais trop occupé à bâtir ton empire pour remarquer ce que tu avais. Elena frissonna à ces mots. Et Dominique comprit. Marcus n'avait jamais aimé Elena. Il la voulait seulement parce qu'elle appartenait à Dominique. Il voulait prendre ce que possédait le plus puissant parrain de la mafia de Détroit, pour prouver qu'il pouvait voler tout ce qu'il voulait à l'homme qu'il admirait et détestait à la fois. « Quand elle est venue me voir cette nuit-là, dit Marcus. Et maintenant, sa voix se perdit dans le temps, comme s'il revivait le plus grand moment de sa vie. Je savais que c'était ma chance. Enfin, je pouvais avoir ce que tu avais. Enfin, je pouvais te battre à quelque chose. Je ne l'ai pas aidée par gentillesse, Dominique. Je l'ai aidée parce que je la voulais. Je voulais ton enfant. Je voulais la famille qui aurait dû être la tienne. Je voulais tout. La vérité était enfin révélée. 15 ans d'envie, 15 ans de ressentiment, 15 ans passés dans l'ombre de Dominique, avaient transformé Marcus en ce qu'il était devenu. Il n'avait pas trahi pour l'argent. Il n'avait pas trahi pour le pouvoir. Il avait trahi parce qu'il voulait être Dominique. Il voulait ce que Dominique avait. Il voulait être aimé comme Dominique était aimé. Mais elle ne m'a jamais aimé. Marcus grogna, la folie le submergeant à nouveau. 8 ans. Pendant 8 ans, je lui ai tout donné. Je l'ai protégée, j'ai élevé son enfant, et elle continuait à fixer ce maudit coffret à bijoux tous les soirs. Elle continuait à pleurer pour toi. Elle continuait à parler à sa fille du père merveilleux qu'elle n'avait jamais connu. Il donna un coup de pied dans un morceau de verre brisé qui traversa la pièce. Je l'ai frappée parce que je voulais qu'elle t'oublie. Je voulais qu'elle me regarde comme elle te regardait avant. Mais elle ne l'a jamais fait. Jamais. Dominique fixa Marcus, et pour la première fois, il ne vit pas seulement un traître haineux, il vit un homme pathétique qui avait laissé la jalousie ronger son âme jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la cruauté et de la haine. Dominique se tenait au milieu de la pièce en ruine. Il regardait Marcus avec une expression qui n'était plus simplement de la haine, mais quelque chose de plus profond, une compréhension douloureuse. Marcus venait de tout dévoiler, de se mettre à nu, de révéler sa vraie nature, et dans cette folie, Dominique vit un miroir qui le reflétait. Pas Marcus, mais le monde que Dominique avait construit au cours des 20 dernières années. Un monde de sang, d'armes à feu, de morts infligées sans pitié. Un monde qui avait tellement terrifié Elena
qu'elle avait été prête à s'enfuir avec un homme comme Marcus, juste pour empêcher sa fille de grandir dans cet environnement. Il regarda Helena, toujours assise dans un coin, avec Lily dans ses bras, le visage meurtri, les yeux éteints depuis longtemps, le corps amaigri par 8 années d'endurance. Et Dominique se demanda si c'était de sa faute, s'il n'avait pas été Dominique Torino, le parrain de la mafia qui faisait trembler tout Détroit. Helena se serait-elle enfuie? Serait-elle tombée entre les mains d'un homme comme Marcus? Lily aurait-elle grandi dans l'obscurité, apprenant à survivre plutôt qu'à vivre? La réponse était douloureuse mais claire. Oui, tout avait commencé avec lui. Avec le monde qu'il avait choisi. Avec les décisions qu'il avait prises. Avec la famille Moretti qu'il avait ordonné d'éliminer sans se permettre de réfléchir aux conséquences. Helena n'avait pas tort d'avoir peur. Sa peur était fondée. Elle était raisonnable. C'était ce que toute mère ressentirait si elle savait que son enfant pouvait devenir la cible d'une guerre des gangs brutales. Dominique n'avait pas le droit de lui reprocher d'avoir fui. Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même pour avoir créé un monde qui l'avait poussé à fuir. Mais Helena avait choisi le mauvais homme. Elle avait fait confiance à Marcus, l'homme qu'elle croyait être son sauveur, pour finalement découvrir qu'il était plus dangereux que les ennemis qu'elle essayait de fuir. Elle avait troqué un danger contre un autre, échangé une menace extérieure contre un ennemi à l'intérieur de sa propre maison, et le prix qu'elle avait payé pendant 8 ans était trop élevé, trop cruel, trop injuste. Dominique s'approcha d'Helena, à pas lents et prudent, comme s'il s'approchait d'un oiseau blessé. Il s'agenouilla devant elle, assez près pour regarder dans ses yeux bleus, qui avaient perdu leur éclat depuis longtemps, mais assez loin pour qu'elle ne se sente pas menacée. « Helena », dit-il d'une voix douce que personne parmi ceux qui le connaissaient n'aurait cru possible. « Je ne te blâme pas. Je ne t'ai jamais blâmé. » Helena leva le visage, les yeux remplis de doute mêlés d'espoir. « C'est moi qui devrais être blâmée, murmura-t-elle. Je t'ai volé 7 ans. 7 ans pendant lesquels tu n'as pas pu la voir grandir. 7 ans pendant lesquels Lily n'a pas eu de père. Helena. » Dominique l'interrompit, la voix toujours douce. « Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour ton enfant. Tu avais peur. Et cette peur était justifiée. C'est moi qui en suis la cause. C'est moi qui ai construit un monde si dangereux que la femme que j'aimais a dû s'enfuir pour protéger son bébé. C'est ma faute, pas la tienne. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Helena. Des larmes claires se mêlaient au sang séché sur sa peau. « Mais j'ai fait le mauvais choix, » dit-elle, la voix étranglée. « J'ai fait confiance à Marcus. Je l'ai laissé faire. »« Tu ne savais pas, » dit Dominique. « Personne n'aurait pu savoir ce qu'un homme comme lui allait devenir. Tu n'étais qu'une jeune fille de 20 ans qui essayait de protéger son enfant. Tu n'es pas coupable d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Le coupable, c'est l'homme qui a abusé de cette confiance. » Il jeta un coup d'œil vers Marcus, qui se tenait silencieux et observait avec des yeux remplis de ressentiment. Dominique se retourna vers Helena et leva la main, touchant doucement sa joue, en prenant soin d'éviter les ecchymoses. « Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas récupérer les 7 années que nous avons perdues. Mais je peux changer l'avenir. » Sa voix se durcit, pleine de certitude et de détermination. « Je vais tout changer, Helena. Pour toi, pour Lily, pour la famille dont je ne soupçonnais même pas l'existence jusqu'à ce soir. » Lily se glissa hors des bras de sa mère et s'approcha de Dominique, ses yeux gris acier fixés sur lui, avec une confiance absolue. « Tu le penses vraiment, papa ?» demanda-t-elle d'une petite voix pleine d'espoir. « Tu vas nous emmener loin d'ici, maman et moi? Tu vas empêcher oncle Marcus de frapper maman ?» Dominique serra sa fille dans ses bras, sentant pour la première fois de sa vie son poids léger. « Je te le promets, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion. « Je te promets que je te protégerai, toi et ta mère. Je promets que personne ne pourra plus jamais vous faire de mal. Je promets que je vais changer. Je deviendrai le père que vous méritez. » Marcus se tenait dans un coin, observant la scène avec des yeux qui devenaient de plus en plus fous à chaque seconde.
Il avait perdu. Il savait qu'il avait perdu. Et un homme comme Marcus, qui n'avait plus rien à perdre, était plus dangereux que jamais. Le cliquetis métallique retentit dans la pièce silencieuse. Marcus avait sorti son arme. L'arme noire brillante dans sa main était pointée directement sur Dominique, Helena et Lily. Son canon était aussi froid que les yeux de l'homme qui le tenait. « Personne ne va nulle part !» grogna Marcus, la voix tremblante alors que la folie engloutissait les derniers lambeaux de sa raison. « Tu penses pouvoir venir ici, détruire tout ce que j'ai construit, puis t'en aller comme si de rien n'était ?» Il s'avança, les yeux injectés de sang, le front couvert de sueur. « 8 ans, Dominique. 8 ans que je m'occupe d'eux, que je les protège, que je leur offre un toit, que je leur donne une vie, et tu penses pouvoir débarquer un soir et tout me reprendre. » Dominique se leva lentement, repoussant Lily derrière lui. Il leva les 2 mains à hauteur des épaules, dans la posture d'un homme désarmé qui ne voulait pas envenimer la situation. « Marcus, calme-toi, dit-il d'une voix basse et posée. On peut discuter. Tu n'as pas besoin de faire ça. » Mais dans son esprit, il calculait déjà la distance, l'angle, le temps qu'il lui faudrait pour se précipiter et arracher l'arme des mains de Marcus. Trop loin, trop dangereux. S'il bougeait, Marcus appuierait sur la gâchette avant que Dominique ne puisse s'approcher. Marcus rit. Un bruit comme du verre qui se brise. Parle comme tu as parlé à la famille Moretti avant de les exterminer. Il secoua la tête, l'arme passant de Dominique à Helena. Non, Dominique, le temps des discussions est terminé. Le canon s'arrêta, pointé droit sur Helena, qui serrait Lily dans ses bras tremblants. Si je ne peux pas les avoir, tu ne les auras pas non plus. La voix de Marcus devint glaciale. Je ne te laisserai pas gagner. Pas cette fois. Plus jamais. Helena tressaillit, les yeux écarquillés, fixant le canon pointé sur elle. Elle avait survécu à 8 années de violence, 8 années de peur, mais elle n'avait jamais vu Marcus comme ça. Ce n'était pas l'homme contrôlant et calculateur qu'elle connaissait. C'était un animal acculé. Et un animal acculé était le plus dangereux qui soit. « Marcus, réfléchis, » dit Dominique, forçant le temps à s'étirer. « Si tu leur tires dessus, qu'obtiendras-tu? Tu penses pouvoir te cacher de moi? Tu sais que je te retrouverai, où que tu ailles? Tu sais que je n'arrêterai pas tant que tu n'auras pas payé. C'est ta dernière chance de t'en sortir, Marcus. Pose ton arme, pars d'ici, et je te donnerai un jour pour disparaître. Un seul jour. C'est tout ce que je peux t'offrir. » Marcus ricana. « Un jour? Tu me crois assez stupide pour te croire? Je te connais trop bien, Dominique. Je sais que tu me traqueras jusqu'au bout du monde. Alors si je dois mourir, au moins j'emporterai avec moi ce que tu aimes le plus. » Il resserra sa prise, son doigt se posant sur la gâchette. Elle d'abord, puis la petite fille. Pour que tu saches ce que ça fait de tout perdre. Pendant que Dominique et Marcus s'affrontaient, Lily se tenait silencieuse derrière sa mère, ses yeux gris acier observant tout avec la concentration terrifiante d'une enfant, entraînée à survivre. Elle regarda le pistolet dans la main de Marcus, la distance qui les séparait, la position de chaque personne dans la pièce. Puis, son regard glissa vers la cuisine, où elle savait qu'un autre pistolet était caché derrière le pot à biscuits. Oncle Marcus lui avait appris où se trouvaient tous les pistolets pour qu'elle ait peur. Mais il avait oublié qu'un enfant qui connaît la peur est aussi un enfant qui apprend à se protéger. Lily prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur la porte de la cuisine. Elle avait attendu 7 ans pour rencontrer son père. Elle n'allait laisser personne lui voler cette chance. Personne ne remarqua le mouvement de Lily. Toute leur attention était rivée sur Marcus et l'arme pointée sur Helena. Pendant que les 2 hommes s'affrontaient, échangeant menaces et négociations désespérées, la fillette de 7 ans recula à petits pas, ses pieds nus glissant sans bruit sur le sol. C'était une compétence qu'elle avait perfectionnée pendant des années. La capacité de se rendre invisible. La capacité de se déplacer comme une ombre afin de ne pas réveiller la colère de son oncle Marcus au milieu de la nuit. Lily avait appris à devenir petite, insignifiante, à ne plus exister du tout. Et ce soir,
Cette habileté allait sauver la vie de sa famille. Elle se glissa dans le coin du salon, plaqua son dos contre le mur, sans quitter Marcus des yeux. Il pointait toujours son arme sur sa mère, continuait à proférer ses menaces, sans se rendre compte que la plus petite proie de la pièce avait disparu. Lily atteignit la porte de la cuisine et s'y glissa comme de la fumée, ses pieds nus ne faisant aucun bruit, lorsqu'ils touchèrent le carrelage froid. La cuisine était plongée dans l'obscurité totale, éclairée uniquement par la faible lumière provenant du salon. Mais Lily n'avait pas besoin de lumière. Elle avait parcouru cet appartement des milliers de fois dans le noir. Elle avait mémorisé chaque recoin, chaque fissure, chaque objet. Le pot à biscuits était posé sur l'étagère de la cuisine, à côté du micro-ondes. Lily avait vu son oncle Marcus y cacher le pistolet à plusieurs reprises. Elle l'avait observé vérifier sa présence chaque soir avant de se coucher. Elle avait mémorisé son emplacement exact par instinct de survie. Elle tendit la main, écarta le pot à biscuits et sentit le métal froid sous ses doigts. Le pistolet était plus lourd qu'elle ne l'imaginait, mais pas trop lourd pour une enfant de 7 ans. Lily serra fermement la crosse dans sa main, se souvenant de ce que son oncle Marcus lui avait appris lors des cours de sécurité sur les armes à feu qu'il l'avait forcé à suivre. Ne pointe jamais une arme sur quelqu'un, à moins d'avoir l'intention de tirer. Ne mets jamais le doigt sur la gâchette avant d'être prête. Considère chaque arme comme si elle était chargée. Son oncle Marcus pensait lui enseigner la peur. Mais en réalité, il lui avait donné une arme contre lui-même. Lily retourna dans le salon, l'arme à la main. Ses pas étaient toujours aussi silencieux qu'à son départ. Elle s'arrêta à l'entrée de la cuisine et observa la scène. Papa se tenait entre maman et oncle Marcus, les deux mains levées, essayant de négocier avec un homme qui avait perdu la tête. Maman était recroquevillée dans un coin, les yeux fermés, attendant le coup de feu qu'elle croyait imminent. Et oncle Marcus se tenait là, le doigt sur la gâchette, prêt à mettre fin à tout. Oncle Marcus. La voix de Lily résonna dans la pièce, faible mais claire, tranchant la tension comme une lame acérée. Tout le monde se tourna vers elle. Dominique, Helena et Marcus. Tous trois se figèrent lorsqu'ils virent une enfant de 7 ans, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, un pistolet à la main, qu'elle tenait correctement. Le canon était pointé vers le sol comme on le lui avait appris. Marcus pâlit. « Lily, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix tremblait, et pour la première fois de la soirée, elle trahissait une véritable peur. « Pose ce pistolet immédiatement. Ce n'est pas un jouet. » Lily ne bougea pas. Elle resta immobile, les yeux gris acier fixés sur Marcus avec un calme effrayant. « Tu m'as appris à manipuler les armes en toute sécurité. Tu te souviens ?» dit-elle d'une voix calme, comme si elle récitait une leçon. « Tu m'as dit que je devais savoir où se trouvaient toutes les armes dans la maison. Tu m'as dit que je devais comprendre à quel point elles étaient dangereuses, pour que je m'en éloigne. Tu as dit que savoir, c'était pouvoir. » Elle pencha légèrement la tête, le regard fixe. « Tu avais raison. Savoir, c'est pouvoir. Et maintenant, j'ai le pouvoir. » Helena fondit en larmes, levant une main pour se couvrir la bouche. « Lily, ma petite, pose ça. » Mais Lily ne l'écouta pas. Elle continua à fixer Marcus, et dans ses yeux gris acier identiques à ceux de son père, il y avait une lueur que personne n'aurait attendue chez une enfant de 7 ans. C'était le regard de quelqu'un prêt à tout pour protéger sa famille. « Tu ne frapperas plus ma mère, » dit Lily toujours calme, mais chaque mot était lourd comme une pierre. « Tu ne menaceras plus mon père. Tu ne feras plus de mal à personne dans ma famille. J'ai attendu 7 ans pour rencontrer mon père. Je ne te laisserai pas me voler ça. » La pièce resta silencieuse pendant un moment qui sembla interminable. Marcus tenait toujours son arme. Mais son bras était baissé, ses yeux fixés sur Lily avec un mélange de choc et de peur. L'enfant qu'il croyait contrôler complètement. L'enfant qu'il croyait faible et obéissante se tenait maintenant devant lui avec une arme et un regard qui ne tremblaient pas. Dominique regarda sa fille, et son cœur se remplit de 2 sentiments opposés à la fois. La douleur et la fierté. De la douleur parce qu'elle avait été contrainte de grandir ainsi, contrainte d'apprendre à survivre au lieu d'apprendre à vivre. De la fierté parce qu'elle était plus forte que tous ceux qu'il avait rencontrés, plus forte même que lui. Il s'agenouilla lentement, se mettant à la hauteur des yeux de Lily. Chaque mouvement était prudent et sans précipitation,
afin de ne pas l'effrayer ni accroître la tension qui régnait dans l'air. « Lily, dit-il d'une voix douce, comme le vent printanier, peux-tu donner le pistolet à papa, ma chérie ?» Lily le regarda, ses yeux gris toujours vifs et vigilants. Elle ne bougea pas. Elle ne le lui tendit pas comme il s'y attendait. Au lieu de cela, elle posa une question qui brisa à nouveau le cœur de Dominique. « Tu promets que l'oncle Marcus ne nous retrouvera jamais ?» La voix de Lily était faible, mais claire, chargée du poids de 7 années de peur, 7 années d'attente, 7 années d'espoir, d'un père qu'elle n'avait jamais rencontré. Ce n'était pas une enfant qui demandait à être rassurée. C'était quelqu'un qui avait été forcé de grandir trop vite. Quelqu'un qui savait que les promesses vides ne signifiaient rien. Quelqu'un qui avait appris à ne faire confiance à personne tant que cette personne n'avait pas prouvé qu'elle le méritait. Lily ne demandait pas à Dominique de la réconforter. Elle exigeait un engagement, pas seulement avec des mots, mais avec l'honneur d'un père. Dominique regarda sa fille dans les yeux, des yeux du même gris que les siens, mais qui reflétaient une douleur qu'il n'avait jamais eu à porter à son âge. Il y vit une peur soigneusement dissimulée, l'épuisement d'une enfant qui avait été forte pendant trop longtemps, et une petite étincelle d'espoir qui attendait d'être allumée. Il ne pouvait pas la décevoir. Il ne pouvait pas trahir la confiance qu'elle avait protégée pendant 7 ans. « Je te le promets, » dit Dominique d'une voix ferme comme la pierre. « Je te promets que Marcus ne vous retrouvera jamais, toi et ta mère. Je te promets de vous protéger toutes les deux de toutes mes forces. Je te promets que je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal, à toi ou à ta mère. » Il tendit la main, paume vers le haut, et attendit. « Je sais que tu ne me connais pas encore. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, à part les histoires que maman t'a racontées. Mais je te demande de me donner une chance. Donne-moi une chance de te prouver que maman avait raison, que je tiens toujours mes promesses. » Lily fixa la main de Dominique puis leva les yeux vers lui. Elle avait appris à lire dans les pensées des gens depuis son plus jeune âge, à regarder quelqu'un dans les yeux et à savoir s'il disait la vérité. Dans les yeux de son oncle Marcus, elle voyait toujours quelque chose de faux, de calculateur, de dangereux, caché derrière des mots doux. Mais dans les yeux de l'homme agenouillé devant elle, dans ces mêmes yeux gris acier qu'elle avait hérités, Lily ne voyait que de la sincérité, de l'amour, une promesse qui attendait d'être tenue. Lentement, elle baissa son arme et la plaça dans la main de Dominique. L'arme quitta ses doigts, et avec elle disparut le fardeau qu'elle portait depuis 7 ans. Le fardeau de devoir être forte, le fardeau de protéger sa mère, le fardeau de survivre jour après jour dans cet enfer. Tout cela disparut à l'instant où l'arme toucha la main de son père. Et alors, Lily pleura pour la première fois de la soirée. Pour la première fois depuis très très longtemps. Pas les pleurs silencieux qu'elle avait appris à ravaler pour ne pas réveiller la colère de son oncle Marcus, mais les pleurs d'une enfant, des sanglots bruyants, une rupture comme un barrage qui avait retenu trop d'eau pendant trop longtemps et qui avait finalement cédé. Elle se jeta dans les bras de Dominique, ses petits doigts agrippant sa chemise comme si elle craignait que s'il lâchait prise, il disparaîtrait. Dominique serra sa fille dans ses bras, une main agrippant le pistolet, l'autre entourant le petit corps tremblant. Il sentit les larmes de Lily imprégner sa chemise. Il sentit le petit cœur battre à tout rompre dans sa poitrine étroite. Et à ce moment-là, il se jura qu'il ferait tout pour tenir sa promesse envers elle. Tout. Helena se mit à pleurer, elle aussi, les larmes coulant sur ses joues, tandis qu'elle regardait sa fille enfin se comporter comme une enfant. Enfin pleurer dans les bras de son père. Enfin se débarrasser d'un fardeau qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait jamais porter. Elle rampait vers eux, enroula ses bras autour d'eux deux, et pour la première fois en 8 ans, elle comprit ce que signifiait être une famille. Marcus se tenait là, observant tout cela. Et il savait qu'il avait perdu. Pas perdu une bataille faite d'armes et de sang, mais quelque chose de bien plus grand. Une bataille pour gagner le cœur des personnes qu'il croyait posséder. Et il avait complètement perdu. Dominique détacha doucement les mains de Lily de sa chemise et la plaça dans les bras d'Helena. « Reste ici avec maman, ma chérie, » dit-il d'une voix douce, mais avec une note qu'Helena et Lily comprirent comme quelque chose qu'elles ne pouvaient contester. « Papa a quelque chose à régler,
Il se leva et se tourna vers Marcus. Le pistolet que Lily venait de lui donner était maintenant fermement serré dans sa main. Marcus était toujours là, son propre pistolet baissé à ses côtés, le visage déformé par la colère, la peur et le désespoir. Il regarda Dominique s'approcher, chaque pas ferme et menaçant, et pour la première fois de la soirée, il comprit vraiment à quoi il était confronté. Dominique s'arrêta à quelques pas, suffisamment près pour que Marcus puisse voir chaque détail de son visage. Ce n'était pas le Dominique que Marcus avait connu, l'homme froid et calculateur qui prenait ses décisions en fonction du profit et de la logique. C'était quelqu'un d'autre. Un Dominique que Marcus n'avait jamais vu en 15 ans à ses côtés. Dans les yeux gris acier de Dominique, il n'y avait pas le calcul d'un parrain du crime, pas la froideur d'un homme qui avait ordonné la mort de centaines de personnes. Ce que Marcus voyait, c'était une rage pure, brute et ardente, la rage d'un père qui venait d'apprendre que sa fille avait été menacée pendant 7 ans, la rage d'un homme qui venait de voir la femme qu'il aimait battue par la personne en qui il avait autrefois le plus confiance. Une rage qui ne pouvait être apaisée, avec laquelle on ne pouvait négocier, à laquelle on ne pouvait échapper. 10 secondes, dit Dominique d'une voix basse et lente, chaque mot tombant comme une lourde pierre. Tu as 10 secondes pour disparaître d'ici. 10 secondes pour courir aussi loin que possible. 10 secondes pour commencer une nouvelle vie quelque part où tu espères que je ne te trouverai pas. Il pencha légèrement la tête, sans quitter Marcus des yeux. Et tu ferais bien de prier pour que je ne te trouve pas. Car si je te trouve, si j'entends à nouveau ton nom, si tu oses t'approcher une seule fois de plus de ma famille, je te ferai passer le travail chez Moretti pour une partie de plaisir, comparé à ce que je te ferai subir. Marcus voulait protester. Il voulait dire qu'il n'avait pas peur de Dominique, qu'il avait été à ses côtés pendant 15 ans et qu'il connaissait toutes ses faiblesses. Mais dès qu'il plongea son regard dans celui de Dominique, tous ces mots moururent dans sa gorge. Ce n'était plus le Dominique qu'il connaissait. Ce n'était plus le patron qu'il avait servi autrefois. C'était un père qui protégeait sa famille. Et il n'y avait rien de plus dangereux au monde qu'un père poussé à bout. 1, commença à compter Dominique d'une voix calme, comme le tic-tac d'une bombe à retardement. 2, Marcus n'attendit pas le 10. Il se retourna et s'enfuit, laissant son arme sur le sol, laissant derrière lui les 8 années qu'il avait passées à construire une prison pour Elena et Lily, laissant derrière lui tout ce qu'il croyait être sien. Ses pas résonnèrent dans le couloir. Puis vint le claquement de la porte de secours. Puis le silence. Marcus Castellano disparut dans la nuit, et son règne de terreur prit fin non pas par un coup de feu, mais par le courage d'une fillette de 7 ans qui refusa de laisser la peur l'emporter. L'appartement plongea dans le silence après la disparition de Marcus. Dominique resta là un moment, à écouter, s'assurant que Marcus était vraiment parti et ne reviendrait pas. Puis il se tourna vers Elena et Lily, les 2 femmes les plus importantes de sa vie, des femmes dont il ignorait l'existence jusqu'à ce soir. Elena était toujours allongée sur le sol, serrant Lily contre elle. Toutes 2 tremblaient encore, après ce qu'elles venèrent de vivre. Dominique s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle, et posa une main sur l'épaule d'Elena. « Nous partons, » dit-il doucement. « Nous quittons cet endroit. Nous le quittons pour toujours. » Elena leva les yeux vers lui, les yeux bleus encore humides, mais pour la première fois en 8 ans, une lueur d'espoir brillait dans son regard. Elle acquiesça. Elle ne trouvait pas les mots. Elle laissa simplement Dominique l'aider à se relever. Lily était épuisée après tout ce qui s'était passé. Elle était recroquevillée dans les bras de sa mère, les yeux fermés, mais ses mains agrippaient toujours la chemise d'Elena, comme si elle craignait que tout disparaisse, comme un rêve si elle lâchait prise. Dominique se pencha et prit délicatement Lily dans ses bras. Elle était effroyablement légère, bien plus légère qu'une enfant de 7 ans normale, preuve d'années de privation et de tension. Lily ne se réveilla pas lorsqu'elle fut transférée des bras de sa mère à ceux de son père. Elle remua seulement, puis posa sa tête contre l'épaule de Dominique, une main remontant instinctivement pour attraper son col. Dominique sentit le souffle doux de sa fille contre son cou, et son cœur fondit. Tous les 3 sortirent de l'appartement, traversèrent un couloir sombre éclairé par des néons vacillants, et descendirent l'escalier, car l'ascenseur nécessitait la carte-clé de Marcus. Elena s'appuya contre Dominique pendant qu'il marchait, en partie parce qu'elle était encore faible après avoir été battue,
et en partie parce qu'elle avait besoin de se rappeler qu'il était vraiment là, que ce n'était pas un rêve dont elle se réveillerait pour se retrouver à nouveau prisonnière de l'enfer. Dominique passa un bras autour de ses épaules et la serra contre lui, tandis que son autre bras portait Lily. Il ne dit rien. Il laissa sa présence la réconforter à sa place. Lorsqu'ils sortirent, l'air froid de la nuit les envahit comme une vague de liberté. Helena prit une profonde inspiration, goûtant au monde extérieur sans crainte, pour la première fois depuis 8 ans. La voiture de Dominique était garée à quelques pas, noire, brillante et coûteuse, appartenant à un monde complètement différent de l'appartement minable dont elle venait de s'échapper. Dominique ouvrit la porte arrière et déposa doucement Lily sur le siège. La petite fille ne se réveilla pas. Elle était tombée dans un sommeil profond, le premier vrai sommeil depuis longtemps. Un sommeil qui n'était pas hanté par la peur d'être réveillée en sursaut par des cris ou des bruits fracassants. Helena se glissa à côté de sa fille et prit la tête de Lily dans ses bras. Dominique ferma la porte, contourna la voiture pour rejoindre le siège conducteur et démarra le moteur. Alors que la voiture s'éloignait de ce quartier sombre, Helena regarda par la fenêtre, vit l'immeuble rapetissé dans le rétroviseur et des larmes commencèrent à couler sur son visage. Ce n'étaient pas les larmes de souffrance qu'elle avait versées pendant 8 ans, c'étaient des larmes de soulagement, de libération, celles d'une prisonnière libérée après une longue peine écrasante. Elle pleurait sans bruit, les épaules secouées de sanglots, une main caressant les cheveux de sa fille endormie. Dominique lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, mais ne dit rien. Il se contenta de conduire, emmenant sa famille hors de l'obscurité et vers la lumière. 6 mois plus tard, leur vie avait complètement changé. La nouvelle maison était située en banlieue, loin de Détroit et de tous les souvenirs douloureux. C'était une maison à 2 étages avec un grand jardin, une clôture blanche tout autour et un grand chêne dans un coin de la pelouse que Lily avait baptisé « Mon arbre ». Chaque matin, la lumière du soleil inondait le salon et se reflétait sur les nouvelles photos de famille accrochées au mur. Des photos d'2-3 souriants, des photos que personne n'aurait osé imaginer 6 mois plus tôt. Lily était retournée à l'école. Elle était entrée en CE1 dans une nouvelle école où personne ne connaissait son passé, où elle était une élève normale comme tous les autres enfants. Les premières semaines, Lily s'était renfermée sur elle-même, ne parlait à personne, ne participait à aucune activité, restait assise dans un coin et observait tout avec le regard méfiant qu'elle avait appris à adopter au cours des 7 années passées avec Marcus. Mais petit à petit, jour après jour, elle a commencé à s'ouvrir. Elle s'est liée d'amitié avec une fille nommée Sophie, qui était assise à côté d'elle. Puis, elle s'est fait un autre ami, un garçon nommé Lucas, qui adorait raconter des blagues. Désormais, à la sortie de l'école, Lily courait vers le portail avec un grand sourire, racontant à sa mère tout ce qui s'était passé pendant la journée, le test de maths où elle avait obtenu une bonne note, le dessin qu'elle avait fait en cours d'art plastique. À 7 ans, elle pouvait enfin être une enfant de 7 ans, se soucier de ses devoirs, plutôt que de se demander où étaient de cacher les armes à feu dans la maison. Helena guérissait elle aussi, lentement. Les bleus sur son corps avaient disparu depuis longtemps, mais les blessures intérieures avaient un besoin de plus de temps. Elle voyait un thérapeute 2 fois par semaine, apprenait à affronter les cauchemars qui la hantaient encore tard dans la nuit, apprenait à faire à nouveau confiance, apprenait à vivre sans peur. Il y avait encore des jours où elle sursautait au bruit d'une porte qui claquait, où elle frissonnait quand quelqu'un élevait la voix. Mais ces jours-là se faisaient de plus en plus rares. Helena avait recommencé à sourire, ce sourire que Dominique avait tant aimé 8 ans auparavant. Elle s'était réinscrite à l'université, déterminée à terminer les études qu'elle avait abandonnées lorsqu'elle s'était enfuie. Elle s'était mise à cuisiner, ce qu'elle n'avait pas osé faire pendant 8 ans de peur que Marcus trouve que c'était mauvais et s'énerve. Désormais, chaque soir, la cuisine s'emplissait de l'odeur de ses nouvelles expériences culinaires, et Dominique trouvait toujours que c'était délicieux. Même lorsque les plats étaient un peu trop salés ou que la viande était légèrement brûlée, Dominique apprenait à devenir père, jour après jour, pas à pas. Le plus puissant parrain de la mafia de Détroit. L'homme qui avait autrefois ordonné l'élimination de toute une famille sans sourciller, luttait désormais chaque matin pour essayer de tresser les cheveux de sa fille. Il regardait des dizaines de tutoriels en ligne, s'entraînait encore et encore sur une poupée avant d'oser toucher la tête de Lily. Et finalement,
Il réussissait à faire une tresse assez soignée. Une tresse que Lily montrait fièrement à toute sa classe. Il apprenait à lire des contes de fées à l'heure du coucher. Il apprit à préparer le petit déjeuner avec des œufs au plat et des toasts. Il apprit à regarder des dessins animés avec Lily, même s'il ne comprenait pas pourquoi un cochon rose pouvait parler et aller à l'école. Il confia la plupart de son travail à des personnes en qui il avait confiance. Il passa plus de temps à la maison, se montra présent à chaque dîner, chaque matin, à chaque moment important qu'il avait manqué pendant 7 longues années. Marcus disparut complètement. Personne ne savait où il était, et personne ne voulait le savoir. Dominique a demandé à des hommes de garder un œil sur lui pendant un certain temps, juste pour s'assurer que Marcus ne reviendrait pas. Puis Dominique a arrêté, décidant que Marcus ne méritait pas une seconde de plus de la nouvelle vie de sa famille. Marcus est devenu le passé, un fantôme dans leur mémoire. Ils apprenaient à lâcher prise. Un après-midi de week-end, Dominique se tenait près de la fenêtre de la cuisine et regardait la cour où Lily jouait avec leur chien nouvellement adopté, un Golden Retriever que Lily avait baptisé Sunny parce qu'il est jaune comme le soleil et qu'il me rend heureuse comme le soleil. Elena vint se placer à côté de lui, posa sa tête sur son épaule et regarda leur fille rire et courir. « Hier, Lily m'a demandé quelque chose, » dit Elena doucement. « Qu'est-ce qu'elle a demandé ?» Dominique se tourna vers elle. Elle a demandé si c'était réel. Elle a demandé si elle allait se réveiller et se retrouver dans l'ancien appartement. Elena leva le visage, ses yeux bleus brillants. Je lui ai dit « C'est réel. C'est pour toujours. Et papa tient toujours ses promesses. » Dominique prit Elena dans ses bras, sentit sa chaleur et regarda leur fille jouer dehors. Cet appel téléphonique à 23 heures, 6 mois plus tôt, avait tout changé. La petite voix tremblante d'une fillette de 7 ans avait brisé l'empire qu'il avait bâti pendant plus de 20 ans. Mais cela lui avait donné quelque chose de plus précieux que tout pouvoir ou argent. Parfois, la plus grande force ne réside pas dans les armes ou les ordres. Parfois, la plus grande force réside dans la plus petite voix, dans le cœur le plus courageux, dans la plus petite âme. Lily a appris à Dominique qu'une fillette de 7 ans pouvait oser faire ce que les adultes n'osaient pas faire. Oser tendre la main dans l'obscurité et chercher la lumière. Oser croire en un père qu'elle n'avait jamais rencontré. Oser espérer alors que tout autour d'elle était désespéré. Son courage ne venait pas des armes ou du pouvoir. Il venait de l'amour, de la foi, de son désir de mener une vie ordinaire avec les personnes qu'elle aimait. Et c'est la leçon que cette histoire veut nous laisser à tous. Parfois dans la vie, nous nous sentons petits et impuissants face à d'énormes difficultés. Nous pensons que personne ne peut entendre notre voix, que nos actions ne peuvent rien changer. Mais souvenez-vous de Lily, la fillette de 7 ans qui a sauvé toute sa famille grâce à un simple coup de téléphone au milieu de la nuit. Souvenez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. Souvenez-vous que la plus petite voix peut avoir la plus grande force car elle vient du cœur le plus pur. Si vous traversez une période difficile, si vous vous sentez piégé dans l'obscurité, comme Elena et Lily, souvenez-vous qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider si vous osez appeler à l'aide. Ne perdez jamais espoir. Ne cessez jamais de croire en de bonnes choses. L'histoire de Dominique, Elena et Lily s'achève ici. Mais j'espère que les leçons qu'elles nous enseignent resteront à jamais gravées dans vos cœurs. Je voudrais vous demander, qu'avez-vous ressenti en lisant cette histoire ? Avez-vous déjà été confronté à des situations dans votre vie où vous avez dû faire preuve de courage alors même que vous aviez peur ? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître vos histoires et les sentiments qui vous animent au plus profond de votre cœur. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes chaque jour. Et si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre cette histoire,
partagez cette vidéo avec lui. Peut-être que cette petite histoire pourra apporter un peu de lumière à quelqu'un qui en a besoin. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Je souhaite à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie pleine de joie et des jours paisibles et heureux. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.